Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous êtes un des grands observateurs de la politique française. Avec vous, on va essayer de décrypter ce qui s'est passé hier dans les urnes en France. Le second tour va proposer le même duel qu'il y a 5 ans. Et pourtant, tout est différent. Emmanuel Macron, par exemple, a gagné 1 million de voix en 5 ans. Est-ce qu'il est aussi fort qu'il y a 5 ans ? Non, je pense que de fait, tout est différent et que Emmanuel Macron, effectivement, sort en tête avec un score qui peut paraître flatteur, mais avec une très faible dynamique. Finalement, un projet qui a été très peu exposé. Et pas de campagne, en effet. Derrière, on voit on va y revenir, que c'est un pays qui est profondément fracturé. De l'autre côté, Marine Le Pen fait elle aussi un score qui est meilleur que les précédents. 500 000 voix gagnées à peu près. Elle a des réserves de voix et elle a une dynamique par rapport à ce qui s'est passé. Et puis derrière, surtout, ce qui est impressionnant, c'est la logique du vote utile qui fait qu'on a 3 candidats qui ont vraiment écrasé les 9 autres. Et derrière ces 3 candidats, on n'a pas, comme on dit, 2 France en réalité, mais on en a beaucoup, au moins 3, et en tout cas extrêmement fracturés. C'est la première fois depuis 1974 que 3 candidats passent la barre des 20%. C'est assez rare à signaler et exclut à peu près tous les autres. Est-ce que le fait qu'ils concentrent sur leur nom, en tout cas à peu près 70% des voix, cette France que vous dessinez n'est pas quand même une France à 2 vitesses, je veux dire la France du centre et la France des extrêmes? Alors d'abord, il faut faire attention parce qu'il faut ajouter qu'on a quand même 25% d'abstentionnistes et que dans ces abstentionnistes, on a un certain nombre de gens qui le sont parce qu'ils se sentent exclus du système. Donc, il me semble quand même qu'on ne peut pas complètement fusionner le vote Mélenchon et le vote Le Pen, et qu'il reste des logiques qui sont différentes. D'ailleurs, on le voit bien avec la logique du vote utile, parce que pour arriver à ce score-là, il est clair que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié du vote d'un certain nombre d'électeurs de gauche traditionnels du Parti socialiste, et qu'on ne peut pas dire être des gens forcément extrémistes. Qui ont des positions aussi extrêmes que celles de Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez dire que dans des élections législatives qui vont suivre, on peut imaginer que tout ça se repositionne un peu traditionnellement? Je crois qu'on a 3 plans qui sont importants. D'abord, le deuxième tour de cette élection, du coup, si notre commentaire est exact, ce deuxième tour va se présenter sous un jour beaucoup moins simple que ce qui est souvent dit aujourd'hui. Et d'une certaine manière, la dose de risque est maximale parce qu'on a l'impression que c'est presque joué. Les premiers sondages disent 54-46, donc on peut avoir l'impression qu'on n'est pas dans la marge d'incertitude ou d'erreur. Je pense que compte tenu de ce qu'on vient de dire, en réalité, on a une situation qui est extrêmement fluide et incertaine. Et ça va supposer de la part d'Emmanuel Macron, qui change beaucoup de choses dans sa manière de faire campagne, dans sa manière de répondre à un certain nombre d'attentes et de messages qui lui sont quand même adressés avec beaucoup de force par les électeurs, puisque finalement, si on prend le message de 2017, c'était que Emmanuel Macron devait à la fois moderniser la France, la réconcilier avec l'Europe et donc normalement permettre de restabiliser la vie politique française. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est exactement à l'opposé. Donc, il y a d'abord ce deuxième tour qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Ensuite, il y aura des législatives qui vont se présenter sous un jour extrêmement singulier, puisque finalement, les 2 grands partis qui structuraient la vie politique française, le PS et les Républicains. Le PS et les Républicains ont totalement volé en éclats. Qu'est-ce qui va rester Comment est-ce qu'on voit que les tensions sont déjà très fortes au sein des Républicains? Donc, quel type de majorité va pouvoir émerger? Est-ce que ce sera ensuite des ralliements individuels? Est-ce qu'on va essayer de faire un contrat de gouvernement? Et surtout, le troisième plan sur lequel j'insiste, c'est qu'ensuite, il va falloir trouver une manière précisément de stabiliser le pays. Et de gouverner. On va y revenir, Nicolas Bavrez. Mais d'abord, Emmanuel Macron, hier soir, en remerciant ses électeurs, ceux qui avaient voté pour lui,
a lancé une sorte d'appel à l'union nationale en disant qu'il était prêt à gouverner avec qui voudrait le rejoindre. Est-ce qu'on est dans une démarche qui peut ressembler à ce qui se passe en Allemagne, la coalition, ou est-ce que les partis vont rester comme ils le font traditionnellement, c'est-à-dire une majorité et une ou des oppositions, avec un débauchage d'individus, comme on le voit depuis l'ouverture et depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est vrai que la logique qu'on a vue, en tout cas avant ce premier tour, c'était plutôt une logique de débauchage individuel. Ce qui me semble, c'est que ça dépend vraiment d'Emmanuel Macron, parce que ce qu'il va falloir changer, c'est un peu l'esprit et sa pratique du pouvoir, qui a quand même abouti à une grande solitude, une extrême centralisation et un manque d'ancrage politique, et qu'on voit quand même, y compris hier soir. Il y a peu de poids lourds politiques, et paradoxalement... Autour de lui? Oui, et ceux qui existent, en fait, ont été très peu visibles hier soir. Il a fait une campagne assez seule, de manière générale, et hier soir, il était assez seul. Exactement, et donc je pense que, compte tenu de la difficulté de la situation aujourd'hui, de la situation du monde. On a quand même une pression énorme sur l'économie, on a la guerre en Ukraine, on a une épidémie qui n'est pas terminée, donc un contexte extrêmement anxiogène, extrêmement lourd. On a un pays dont on a vu à quel point il est fracturé, donc il ne sera pas possible de présider ou de gouverner de manière efficace s'il n'y a pas un ancrage politique extrêmement fort. Et cet ancrage politique, ce lien entre le pouvoir central, les territoires, les élus et la société, on a vu que c'était le point faible d'Emmanuel Macron. Alors précisément, ce qui est très frappant dans le scrutin d'hier, c'est que les partis qui sont forts localement, et je pense en particulier les Républicains, le PS, sont laminés au plan national. Il y a donc une France à deux vitesses, une France locale, une France nationale. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux? Je crois que ça pose évidemment, notamment la question de la décentralisation, par exemple. Donc, en tout cas, on ne peut pas en rester effectivement à deux systèmes politiques qui s'ignorent complètement. Il va bien falloir rétablir des moyens d'articulation et des moyens de travailler ensemble si on veut arriver à gouverner le pays dans les 5 ans qui viennent, et qui vont être 5 années très difficiles. Il y a 20 ans, au soir du premier tour, Jacques Chirac avait donné le sentiment de vouloir gouverner différemment. Emmanuel Macron, hier soir, a dit « je veux gouverner différemment, je veux proposer de gouverner différemment ». Ça ne s'est pas passé en 2002, ça ne s'est pas passé en 97 non plus, ça ne s'est pas passé en 2017. Est-ce que vous pensez que la France, aujourd'hui, est prête pour évoluer vers un système, encore une fois, je reprends cet exemple, un système à l'allemande, avec des coalitions entre partis? Alors, un système à l'allemande, je pense qu'on ne peut pas avoir un vrai système à l'allemande, parce que les institutions sont extrêmement différentes. L'Allemagne, donc, c'est une vraie démocratie parlementaire, et par ailleurs, c'est un État fédéral. Donc, on ne peut pas plaquer ça sur la Ve République. Mais je pense qu'on peut avoir, néanmoins, une pratique du pouvoir qui soit très différente. Par exemple, dans le dialogue entre effectivement le président et les partis, et surtout la considération qui est donnée, au Parlement. Et l'autre point, c'est évidemment aussi les relations avec les élus, dont on a découvert d'ailleurs après la crise des Gilets jaunes, comme dans la pandémie, que ces élus avaient un rôle absolument à quel point ils pouvaient faire remonter, fondamental. Voilà. Et si vous voulez, dans un moment où le problème de la résilience de la nation est vraiment posé, et va être de plus en plus posé sur le plan économique, sur le plan stratégique, cette résilience, elle passe vraiment par un lien, si vous voulez, l'État seul, autoritaire, centralisé, jupitérien, ne peut pas faire un pays résilient. La résilience, c'est celle de la nation. Donc il faut mobiliser les citoyens, les élus, les entreprises. Et est-ce qu'il faut inventer un nouveau type d'exercice de la démocratie? Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises dans sa courte campagne, et il l'a redit hier soir, qu'il voulait chercher une nouvelle forme d'expression populaire
au fil du quinquennat, c'est possible? Alors il y a sûrement des innovations institutionnelles à faire. Ce qu'on ne peut pas faire, et ce qui est très paradoxal, c'est expliquer qu'on ne fait pas de débat au moment de la présidentielle, qui est le moment qui est fait pour ça, et qu'on va débattre une fois l'élection passée. Donc j'y reviens maintenant, la priorité, c'est pour le président de vraiment dévoiler son projet, de faire sa pédagogie. De créer un débat autour de ça. Et d'avoir une démarche beaucoup plus collective. On va finir avec, beaucoup plus innovante. Avec ce sujet. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est deux visions différentes, par exemple, de la retraite. 65 ans pour l'un, 62 ans pour l'autre. Est-ce que c'est ça qui peut faire le débat du second tour? Alors je crois que ça va bien au-delà, parce qu'il y a la retraite, bien sûr. Il y a d'une manière générale deux conceptions de la société, et surtout, il y a également deux conceptions de l'Europe. Donc il ne faut pas oublier que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen dans le contexte de la guerre en Ukraine serait donc un choc très violent pour notre pays, notamment sur le plan financier. L'Europe est décisive. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, cette fois-ci, avance masquée, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de l'Union européenne, elle ne sort pas de l'euro, mais en réalité, ce qui est dans son programme revient au même, parce qu'on ne peut pas être dans l'Union, ce qu'on a vu avec les Britanniques, et refuser la libre circulation des personnes. Ce serait un choc pour notre pays et un choc pour l'Europe. Choc pour notre pays, choc majeur pour l'Europe, choc aussi pour les démocraties. Merci beaucoup Nicolas Barouet. Merci.